inquiétude pour la cité antique de Palmyre en Syrie. La ville qui compte de nombreux trésors archéologiques est tombée aux mains des djihadistes de l'État islamique. Mobilisation importante du personnel hospitalier à Paris aujourd'hui. Il s'agit de contester une réforme de l'organisation du travail liée aux 35 heures. Et puis le capitaine emblématique du Barça qui prend une semi-retraite dorée au Qatar. Xavi, 35 ans, quitte le club catalan où il était entré à l'âge de 11 ans. Il va rejoindre le club d'Al-Sadd. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. L'État islamique contrôle ce soir à la fois la ville de Palmyre, mais aussi plus de 50% du territoire syrien. L'inquiétude de la communauté internationale semble se focaliser sur les vestiges archéologiques de Palmyre, désormais sous la menace directe des djihadistes et de leur destruction. Maxime Pérez. Peu d'images sont arrivées de Palmyre ces dernières heures. Mais dans cette vidéo amateur, ces colonnes de fumée et les tirs qui résonnent au loin en disent long sur les combats acharnés qui ont secoué cette importante ville du centre de la Syrie. Ici, la prison Tadmor, après l'assaut des forces djihadistes, des milliers de détenus auraient ainsi été libérés. La dernière offensive des combattants de Daesh aura donc été la bonne, une offensive que les renforts de l'armée syrienne n'auront pas su contenir. Après avoir enregistré la mort d'une centaine d'hommes la nuit dernière, les troupes d'Assad ont abandonné la ville et toutes leurs positions. Ici, nous disons au peuple du Golfe, aux apostats et aux alaouites, devant Dieu, nous jurerons que nous arrivons avec des hommes qui aiment la mort comme vous aimez la vie. Vous ne serez plus jamais en sécurité, car aujourd'hui, ça n'est plus qu'une question de temps. Avec la prise de Palmyre, le groupe djihadiste s'est rendu maître de la quasi-totalité des champs pétroliers et gaziers de Syrie. Il s'empare également d'un immense territoire frontalier de l'Irak. Mais ce qui inquiète pour l'heure la communauté internationale, ce sont les immenses richesses archéologiques de Palmyre, plus que jamais menacées de destruction. Palmyre est le site d'un extraordinaire héritage mondial dans le désert. Et toute destruction à Palmyre serait non seulement un crime de guerre, mais aussi une énorme perte pour l'humanité. Jusqu'à présent, la coalition anti-djihadiste conduite par les États-Unis n'a pas effectué de frappes plus intensives sur le territoire syrien. Mais la donne pourrait très rapidement changer. Alors, inquiétude, on le disait donc pour la cité de Palmyre en Syrie. Nous sommes en ligne depuis Paris avec Jack Lang, l'ancien ministre qui préside aujourd'hui l'Institut du monde arabe. Bonsoir, monsieur Jack Lang. Bonsoir. Il y a une inquiétude ce soir très forte de la communauté internationale. Vous craignez vraiment que ces trésors archéologiques soient détruits par les djihadistes de l'EI ? J'espère de tout mon cœur que cette cité admirable, qui est l'expression d'une civilisation qui est aussi la nôtre, la civilisation romaine, sera préservée. En même temps, nous savons de quoi ce Daesh est capable. D'assassiner, de torturer, de tuer, de détruire. Ils l'ont prouvé malheureusement à plusieurs reprises dans le passé. Et c'est pourquoi j'espère que tous les efforts sont accomplis par les gouvernements qui ont les moyens d'agir pour bloquer, empêcher et faire pression pour que cette destruction n'ait pas lieu. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, justement, Jack Lang, pour agir maintenant ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu agir avant, plus fortement ? Parce que ce soir, on voit bien que l'État islamique continue d'avancer en Syrie. Il détient la moitié du territoire. Mais en effet, il est trop tard. Je ne sais jamais trop tard pour agir, mais en même temps, c'est vrai que malheureusement, on a laissé dans cette région du Moyen-Orient les choses se dégrader. D'abord, il y a eu la guerre de M. Bush en Irak qui a disloqué ce pays, un gouvernement irakien qui a été incapable de faire l'union du pays et qui a suscité de la part d'une partie des communautés sunnites, une rébellion et un ralliement à Daesh. Il y a eu l'action criminelle
d'Assad. Et la France, malheureusement, n'a pas été suivie lorsqu'elle proposait des frappes du territoire syrien. Voici un an, elles avons été lâchées, si j'ose dire, par les États-Unis. Et c'est vrai que tout n'a pas été entrepris comme nous l'aurions souhaité en France pour lutter contre le terrorisme et contre les crimes d'Assad et de Daesh. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Parce que cette coalition internationale, on le voit bien, ne suffit pas avec ces frappes aériennes. Est-ce que vous préconisez une action plus forte au sol, par exemple? Peut-être qu'il faut aller plus loin. Moi, je ne suis pas, disons, stratège militaire, je ne veux pas me substituer aux États. Certains disent que si l'on veut véritablement faire reculer Daesh, il faut envisager des interventions au sol. Comment, dans quelles conditions? Nous sommes sur le territoire syrien et la question n'est pas simple à résoudre d'un point de vue, je dirais, juridique, technique et même militaire. Mais en même temps, c'est vrai que on ne peut pas rester les bras croisés face à ces avancées de la barbarie. Aujourd'hui, c'est Palmyre, demain, ce sera Damas, un peu plus tard, ce seront d'autres territoires. Tout cela est absolument désastreux et catastrophique. Donc, cela réclame un sursaut, peut-être des solutions exceptionnelles, que les Nations Unies, sur la base du chapitre 7, envisagent des mesures, que l'on mette en demeure, y compris la Russie et la Chine, de ne pas rester passifs face à une telle barbarie. Merci Jack Lang pour ce témoignage. Merci. Je rappelle que vous présidez donc l'Institut du monde arabe à Paris. L'actualité en France justement et à Paris, c'est cette mobilisation importante du personnel hospitalier cet après-midi. Il s'agissait de contester une réforme de l'organisation du travail liée aux 35 heures. Plusieurs milliers de manifestants et des grévistes également dans les hôpitaux. Explication tout de suite, Julia Ganancia. Les RTT, c'est pour souffler, disent les banderoles. Vêtus de blouses blanches, des milliers d'agents grévistes de l'assistance publique hôpitaux de Paris battent le pavé. Fait rare, toutes les organisations représentatives ont fait front commun. Dans leur viseur, la réforme de l'organisation du temps de travail lancée par Martin Hirsch, qui pourrait toucher dès 2016 quelques 75 000 personnels hors médecins dans les 38 établissements de l'AP-HP. Il nous faut des repos et c'est pour ça que c'est important qu'on garde nos RTT pour pouvoir se reposer, pour pouvoir continuer à soigner correctement les patients parce qu'ils nous voient déjà fatigués, parce que quand on commence à 6h45 du matin, on se lève à 4h. Il faut qu'on ait du temps pour se reposer. On ne quitte pas le travail au bout de 7 heures, c'est pas possible. Il y a des gens qui font des chocs septiques à n'importe quel moment, qui font des réactions aux greffes. Et donc en réalité, sur le papier, c'est 7h36, mais c'est 8h, 8h30. Mais Martin Hirsch résiste et affirme que ce n'est ni la fin des 35 heures, ni celle des RTT. Le directeur général, qui prévoit d'ouvrir les négociations le 28 mai, assure que les propositions seront équilibrées. La direction n'a pour l'instant présenté qu'un état des lieux, rejeté par les syndicats. Il faut que Martin Hirsch retire ce projet. Il n'est pas admissible, il n'est pas acceptable. Demander au personnel hospitalier de venir travailler plus longtemps pour permettre à l'hôpital de faire des économies est le plus mauvais choix qui soit, dans une situation où les personnels sont déjà exposés à une très forte dégradation des conditions de travail, de leurs conditions d'exercice professionnel. Le projet permettrait surtout d'économiser quelques 20 millions d'euros à l'heure où l'hôpital public est sommé de se serrer la ceinture. Actuellement, plus de 60% des agents travaillent 7h36 ou 7h50 par jour, avec un nombre de RTT allant de 18 à 20 jours par an, auxquels s'ajoutent des journées propres à l'AP-HP. Problème, en raison du manque de personnel, les journées non prises s'accumulent sur les comptes épargne-temps. Un stock évalué à près de 75 millions d'euros fin 2014 selon la direction. La réduction des plages horaires journalières à 7h30 voire 7h atténuerait ces frais en diminuant ou supprimant les RTT. Alors, plusieurs questions intéressantes justement dans ce dossier. On va en parler tout de suite avec Claude Le Pen, qui est professeur d'économie à Paris Dauphine, spécialiste justement de l'économie de la santé. Bonsoir Claude Le Pen. Bonsoir. Est-ce que pour vous, c'est l'effet pervers des 35 heures qui se manifeste à travers ce conflit ?
Incontestablement. Et c'est pas nouveau. On le savait depuis la mise en œuvre des 35 heures que ce serait compliqué à l'hôpital public, qu'il y avait un accroissement des besoins importants et que l'organisation du travail, les plages de repos obligatoires, les plages de sécurité, l'ouverture 24 heures sur 24 des services d'urgence allaient effectivement créer des problèmes face à une réduction du temps de travail et une organisation du travail qui n'a pas changé réellement à la suite de l'introduction des 35 heures, contrairement aux entreprises privées qui se sont en quelque sorte réorganisées, qui sont adaptées. L'hôpital public, lui, est resté un peu monolithique. Alors justement, la solution aujourd'hui, en tout cas ce que propose Martin Hirsch, c'est finalement de réorganiser tout ça pour récupérer ces RTT qui étaient l'un des bénéfices finalement de cette loi des 35 heures. Pour les salariés, c'est difficilement acceptable. C'est difficilement acceptable, évidemment. C'est difficilement acceptable aussi pour le gouvernement, parce que ça voudrait dire qu'il remet en cause ce qu'il considère comme un grand acquis des régimes de gauche. Donc, Martin Hirsch attaque quelque chose qui est très très compliqué. Il va avoir contre lui les syndicats, le gouvernement. Ça ne va pas être simple, même si il aura vraisemblablement le soutien de ses confrères, les directeurs d'hôpitaux, qui sont confrontés aux mêmes problèmes et qui se heurtent à cette barrière, sans compter que la dette des hôpitaux, puisque ces heures accumulées par les personnels ne pourront jamais être payées. Donc il y a un vrai problème aussi de justice, d'équité. Qu'est-ce qu'on va faire de ces heures accumulées qu'on ne peut pas prendre en termes d'heures et qu'on ne peut pas payer parce qu'il n'y a pas les budgets en termes monétaires. C'est un revers inquiétant pour la gauche quand même, qui a mis en place cette réforme, qui l'a portée et qui se retrouve aujourd'hui au gouvernement confronté justement au fait que peut-être ça ne marche pas. Voilà, et c'est d'autant plus embêtant qu'elle le savait. C'est-à-dire que à l'époque, je me souviens très bien d'avoir participé à des conférences sur le sujet. On savait que l'introduction des 35 heures à l'hôpital sans compensation serait compliquée. On a tenu un petit peu, mais à quel prix? C'est-à-dire que les personnels hospitaliers aujourd'hui sont un peu exsangues, ils ont des conditions de travail qui sont de plus en plus compliquées. Et là, il y a aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à une impasse. Je ne sais pas trop comment on va faire. Si le gouvernement, est-ce que le gouvernement va revenir sur 35 heures? Je ne pense pas. Donc, je suis assez circonspect sur la capacité à sortir de cette crise rapidement. Merci pour donc cet éclairage, Claude Le Pen. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie, spécialiste de la santé à l'Université de Paris-Dauphine. Ces images d'un navire français qui avait recueilli hier près de 300 migrants en Méditerranée et qui a pu les ramener à terre aujourd'hui. Les passagers ont été débarqués sains et saufs dans le port de Tarente, c'est dans le sud de l'Italie. Et justement, à propos des migrants, cette fois en Asie du Sud-Est, la Malaisie, l'Indonésie et la Birmanie ont enfin accepté de récupérer les milliers de naufragés qui errent dans des conditions atroces en mer depuis des semaines maintenant. Seule la Thaïlande reste hermétique à ce problème d'accueil des migrants. Julia Ganancia. Leur rêve d'un avenir meilleur en Malaisie s'est envolé. Ces Rohingyas espéraient mettre fin à leur misère en quittant la Birmanie, mais après 40 jours d'enfer en mer, ils retrouvent leur camp sur la côte ouest du pays. Érigé il y a 3 ans, le camp compte plus de 140 000 personnes déplacées. D'autres ont eu plus de chance et sont enfin arrivés en Indonésie. La plupart sont malades, très faibles et dans un état de sidération après des jours en mer. Sur le bateau, 10 personnes sont mortes. 5 ont sauté à la mer en disant qu'ils allaient rejoindre un pays musulman à la nage. Mais ils se sont noyés. 5 femmes sont mortes de faim et de soif. La Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie ont accueilli environ 3000 naufragés en quelques jours, mais plusieurs bateaux ont aussi été refusés, provoquant la colère des organisations humanitaires. Selon la Croix-Rouge, accueillir les migrants est un impératif. Nous aimerions voir des pays partager ces côtes, qu'elles soient ouvertes pour aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Mais au-delà, il faut mettre en place des politiques migratoires, les rendre plus souples, plus sûres, avec plus de sécurité juridique, pour que les trafiquants soient vraiment empêchés de faire ce qu'ils font.
À des milliers de kilomètres, le Parlement européen a appelé ce jeudi les pays d'Asie du Sud-Est à apporter au minimum une protection temporaire aux Rohingyas qui fuient la Birmanie. L'Union européenne demande à Rangoon de mettre fin à la persécution de cette minorité, un appel qui a peu de chances d'être entendu. Alors, éclairage justement sur cette minorité, ces réfugiés, parce qu'on les connaît mal. Bonsoir Julia Ganancian, on vient de le voir dans votre sujet. Qui sont justement ces réfugiés qui viennent de Birmanie et pourquoi sont-ils persécutés ? Alors justement, vous dites qu'ils viennent de Birmanie, mais même l'origine de ces Rohingyas est un peu controversée. Certains les considèrent comme des musulmans qui seraient originaires du Bengale, l'actuel Bangladesh. Et puis pour d'autres, ils seraient originaires de l'État d'Arakan, dans le sud-ouest de la Birmanie. Cette communauté, c'est à peu près plus d'1 million de personnes quand même. Ils vivent au nord-ouest de la Birmanie, donc à la frontière avec le Bangladesh. Et ils vivent dans des conditions terribles. En fait, ils sont confrontés à des violences communautaires, à des lois discriminatoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Birmanie, c'est un pays majoritairement bouddhiste et que cette communauté, elle est musulmane et que donc elle est persécutée et elle essaye depuis toujours de rallier des pays musulmans plus prospères en Asie du Sud-Est. En fait, le gouvernement birman refuse tout simplement de reconnaître ces Rohingyas comme un groupe ethnique. Il les considère comme des immigrés illégaux du Bangladesh et donc ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas accès au marché du travail, ils n'ont pas accès au système scolaire ni sanitaire et donc c'est pour ça qu'il y a un exode qui dure depuis des années. Alors si on en parle beaucoup en ce moment, depuis le début du mois de mai, c'est parce que cet exode a pris une tournure assez catastrophique due à la désorganisation en fait des filières clandestines. Alors, on sait que la Birmanie est un pays qui a longtemps vécu sous une dictature militaire. Cela change un petit peu aujourd'hui parce qu'on est dans une année en plus électorale. Effectivement, année assez importante pour la Birmanie puisqu'il va y avoir des élections législatives en novembre 2015 a priori. Et c'est vraiment un test pour cette transition démocratique qui est en cours depuis 2011. Le parti d'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, est donnée grande favorite du scrutin. Mais l'armée a quand même un quota réservé en fait de 25% de sièges au Parlement, donc les militaires sont quand même toujours là et même l'opposante s'est dite sans grandes illusions. Alors donc pour répondre à votre question par rapport à ce que ça peut changer pour ces Rohingyas, bien finalement pas grand-chose pour deux raisons. D'abord parce que la Birmanie, elle est confrontée à une montée du nationalisme bouddhiste et qu'ils n'ont pas du tout envie finalement que ce problème s'arrange. Et puis aussi parce qu'en fait aucun homme politique n'ose vraiment s'aventurer sur le terrain politiquement risqué en fait du sort des Rohingyas. Et pour vous dire, même Aung San Suu Kyi qui est prix Nobel de la paix et qui est vraiment vue comme le porte-drapeau de cette démocratie naissante, et même elle est silencieuse sur le sujet. En fait, elle ne veut surtout pas froisser les partisans de sa majorité. Merci Julia Ganancian. Aujourd'hui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré les représentants des députés arabes, les 13 membres de la liste d'Union arabe qui ont été élus lors des dernières élections. Cette rencontre a été évidemment dans un ton assez délicat puisqu'il y avait eu des tensions très fortes entre Netanyahu et les partis arabes durant les élections. Mais le Premier ministre a promis de tout faire pour réduire les inégalités en Israël entre les citoyens justement arabes et les autres. On évoquait hier justement une mesure controversée qui a été retirée par le Premier ministre israélien. Il s'agissait d'obliger les travailleurs palestiniens rentrant en Cisjordanie à voyager dans des bus séparés de ceux des habitants israéliens des implantations. Écoutez ce que disait justement le ministre de la Défense, Moshe Yaalon, qui défend, lui, cette mesure. Tout État qui se respecte est en droit, en particulier dans la situation sécuritaire sensible dans laquelle nous nous trouvons, de contrôler ceux qui entrent et ceux qui sortent du pays. Voilà ce qu'il en est, et rien d'autre. Alors, on va y revenir en détail avec vous. Nadia Ellis, bonsoir. Bonsoir, chercheuse à l'université de Tel Aviv et spécialiste justement dans l'analyse du discours. Évidemment, à l'étranger, cette mesure a été immédiatement classée dans la catégorie apartheid. Qu'en est-il ? Eh bien, j'ai donc essayé de regarder comment cette affaire a été reprise par la presse française et il faut d'abord que je fasse un petit état des lieux de ce qui se passe dans la presse française, en tout cas par rapport à cet épisode. Je me suis retrouvée face à peu près une dizaine d'articles qui étaient absolument identiques, c'est-à-dire du copier-coller apparemment d'un article originaire qui était de l'agence France-Presse, si j'ai bien compris. Donc des paragraphes absolument identiques les uns aux autres, juste placés dans un ordre différent. D'une part, on peut se poser la question déjà...
pourquoi tous ces journaux et toute la presse étrangère a besoin d'avoir autant de journalistes en Israël si c'est après pour reprendre tous les mêmes phrases, les mêmes paragraphes et exactement la même histoire, donc sans qu'il y ait vraiment une tentative de comprendre ou d'expliquer encore mieux ce qui se passe. Et deuxièmement, le problème, c'est que l'article de départ apparemment cadrait la situation d'une manière très très claire, c'est-à-dire on parlait d'occupation, on parlait de colons, on parlait de Cisjordanie, ce sont les trois termes qu'il faut retenir en fait dans cette histoire, plus qu'apartheid qui n'est pas vraiment employé sinon dans une citation d'une Israélienne qui parlait de ça. Et c'est quoi le problème? Alors, à la base, déjà, on ne comprend pas l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, elle est tellement reprise et copiée et collée du départ qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que les Palestiniens, le matin, rentrent par des checkpoints qui ne sont pas les checkpoints à travers lesquels les Israéliens passent. La nouvelle loi, en fait, cette nouvelle mesure voulait qu'ils retournent aussi par ces mêmes checkpoints, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui, ce qu'ils ne faisaient pas jusqu'à hier. C'est-à-dire, à l'entrée, ils passaient par des checkpoints, mais pas à la sortie. Cela est absolument impossible à comprendre dans les articles français. C'est-à-dire qu'on ne comprend absolument pas quel est le problème. Et c'est déjà important donc, de faire de l'ordre. Deuxièmement, on parle de Cisjordanie occupée. Alors, il y a presque une tautologie dans cette terminologie, parce que la Cisjordanie, c'est un terme qui a été employé à partir de 1948 pour justement décrire un territoire occupé à l'époque par la Jordanie. Donc, on parle d'en gros un territoire occupé. Donc, il y a comme une tautologie dans cette terminologie qui est reprise, évidemment, sans aucune critique, ou un sens critique au moins. Deuxièmement, on parle de Judée-Samarie parce qu'évidemment, ils reprennent aussi la terminologie employée par les Israéliens. Et ils expliquent, je cite, la Judée-Samarie est la partie de Cisjordanie occupée par les colons israéliens. Donc, ça aussi, c'est très dangereux. Si on parle d'occupation, j'ai aucun problème. Je veux dire, on peut parler d'occupation, mais alors c'est l'armée israélienne, c'est pas les colons israéliens. La Cisjordanie n'est pas complètement colonisée par les colons israéliens, de la manière dont c'est présenté dans ces articles. Il y a 500 000 colons israéliens. Il y a 2 700 000 Palestiniens. La manière dont on cadre cette affaire, on dirait qu'en gros, il n'y a que des Israéliens là-bas. Et troisièmement, apparemment dans l'article de départ, on parle de Tel Aviv plutôt que de Jérusalem, parce que Jérusalem n'est pas reconnue comme capitale donc, d'Israël. Et donc on dit que Tel Aviv a retiré cette mesure. Ce qui est un peu absurde dans la mesure où Tel Aviv, évidemment, n'a absolument rien à voir là-dedans. On parle de Jérusalem, la Knesset, le Parlement se trouve à Jérusalem, le Premier ministre se trouve à Jérusalem. On rentre dans un langage qui veut être politiquement correct, qui ne l'est pas du tout finalement, parce qu'on emploie des termes qui ne sont pas appropriés, pour essayer en gros de ne pas se tromper. On se trompe, mais le pire, c'est qu'on ne critique pas. C'est-à-dire, je trouve ça très grave que 10 journaux sur 10 reprennent le même article et ne fassent aucun effort d'esprit critique pour comprendre de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a eu usage du mot apartheid ou pas? Parce que c'était un peu Alors, l'effet de cette mesure. comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a la responsable d'une ONG israélienne qui s'appelle La Paix Maintenant, qui parle d'apartheid, non pas pour dire que c'est la situation actuelle, mais pour dire que si Israël, effectivement, commençait avec des mesures pareilles, on serait sur la route vers l'apartheid. Et donc, la citation exacte disait « Les colons nous mènent vers un apartheid ». Donc, ce n'était pas pour dire qu'aujourd'hui, il y a un apartheid. Étant donné qu'apparemment, donc, la citation a été reprise par l'article de départ, tous les autres articles reprennent cette citation, ne parlent pas d'apartheid aujourd'hui. Ce qui est intéressant, si déjà, c'est de regarder les commentaires en dessous, évidemment. Ça aussi, c'est un exercice à faire toujours. Oui, pas toujours agréable, effectivement. Mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a une partie des articles qui s'est concentrée sur la mesure de départ, il y en a une autre qui s'est concentrée, toujours avec les mêmes paragraphes bien sûr, mais qui s'est concentrée sur le fait que Netanyahou s'est opposé à cette mesure. Et on voit directement la réaction dans les commentaires à la manière dont en fait l'affaire a été cadrée. C'est-à-dire que là où on dit que Netanyahou s'est opposé à cette affaire, dans les commentaires on dit heureusement qu'il y a quelqu'un qui s'est opposé, heureusement qu'on ne va pas vers de mesures qui seraient très graves, alors que dans les articles qui se concentrent sur la mesure elle-même, tout de suite c'est reflété dans les commentaires qui disent voilà l'apartheid, c'est la même chose qu'en Afrique du Sud, c'est très grave ce qui se passe, les Israéliens sont comme les nazis, etc. etc. Bon, après, on comprend aussi le genre de personnes qui écrivent par une analyse du commentaire même. Donc évidemment, c'est un certain type de population qui a beaucoup de stéréotypes, qui ne connaît pas forcément Israël, qui n'a pas été forcément en Israël. Tout cela sans rentrer vraiment dans le côté politique de l'affaire, qui est évidemment très compliqué et très difficile, sur lequel chacun peut avoir ses opinions. Mais parler d'apartheid aujourd'hui n'est pas tout à fait correct. Parler évidemment de nazisme, c'est encore moins. Et encore une fois, parler de Cisjordanie occupée ou par les colons israéliens, là, on est vraiment dans le ridicule.
Merci Nadia, Élise. Donc une affaire qui n'est pas close, puisqu'on a vu que cette mesure pourrait revenir sur le devant de la scène dans les semaines qui viennent. C'est avec une grande émotion que le capitaine emblématique du FC Barcelone a annoncé tout à l'heure qu'il quittait le club à la fin de la saison. À 35 ans, dont 24 passés en Catalogne, eh bien, il va s'offrir une semi-retraite dorée dans un club du Qatar. Joseph Emmanuel. Il symbolise à lui tout seul la dévotion à un club et à sa devise, plus qu'un club. Après 24 saisons passées sous les couleurs du Barça, Xavi s'en va. C'était un secret de Polichinelle depuis plusieurs mois, aujourd'hui confirmé en conférence de presse. Comme beaucoup avant lui, il cède aux sirènes qataries et à leurs pétrodollars. Le Qatar le voulait, le Qatar l'a eu. Xavi choisit donc de devenir l'ambassadeur de la Coupe du Monde 2022. Xavi, c'est un peu l'âme du FC Barcelone. Meneur de jeu incontesté, le milieu de terrain est le symbole du jeu de passe de la mythique équipe espagnole. Certains le considèrent comme le meilleur passeur au monde, des passes parfois inimaginables qui rendent meilleurs ses camarades de jeu. 25 titres officiels en club et en équipe nationale pour en faire l'un des plus grands joueurs de l'histoire, le joueur le plus titré du Barça, mais également le joueur le plus titré du football espagnol. 7 championnats d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 3 Ligues des Champions ou encore une Coupe du Monde. Certains le considèrent comme le 3e meilleur joueur de la planète, derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. À 35 ans, Xavi continue de briller. Il vient de décrocher le championnat d'Espagne en battant l'Atlético Madrid et pourrait dire au revoir au Barça sur un fabuleux triplé. Car 2 beaux challenges restent à relever, la finale de la Coupe du Roi dans un peu plus d'une semaine et la finale de la Ligue des Champions face à la Juventus le 6 juin prochain à Berlin. Un triplé comme dernier objectif de joueur pour le chef d'orchestre du FC Barcelone et un prochain objectif pour la légende catalane, revenir au Barça pour y entraîner peut-être des futurs Xavi. Et puis toujours en football, le président de la FIFA, Sepp Blatter, est quasiment assuré d'être réélu le 29 mai, puisqu'il y a quelques instants, Figo, qui passait comme pour son plus sérieux challenger, a retiré sa candidature. Il estime que tout est fait pour la réélection de Blatter et qu'il ne souhaite pas cautionner cela. Blatter, qui était évidemment en Israël cette semaine pour tenter d'éviter le conflit ouvert entre Palestiniens et Israéliens d'éclater le 29 mai prochain. Un mélange entre sport et politique continue à dénoncer aujourd'hui eh bien, les joueurs de football israéliens, qu'ils soient juifs, arabes ou autres. Écoutez, regardez ce clip qu'ils ont tenu à diffuser. One world, one ball. One world, one ball. Football is universal. We leave the politics aside and play football. كلنا سوا إسلام يهود ومسيحية. All of us together, Jews, Muslims and Christians. One world, one ball. כדורגל זה משחק יפה, בואו לא נקלקל אותו. Football is a beautiful game. So please don't spoil it. We all play on the same field. We all play on the same field. We all play on the same field. Play the ball, not the state. 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 Voilà, pas de politique dans le sport et dans le football notamment, c'est le message donc livré par eh bien, les joueurs, qu'ils soient juifs, arabes, dans ce clip que vous venez de voir. On va se retrouver dans un instant pour évoquer la situation en Syrie avec plusieurs experts, car évidemment la prise de Palmyre change la donne ce soir. À tout de suite. Inquiétude pour la cité antique de Palmyre en Syrie. La ville qui compte de nombreux trésors archéologiques est tombée aux mains des djihadistes de l'État islamique. Forte mobilisation du personnel hospitalier à Paris aujourd'hui. Il s'agit de contester une réforme de l'organisation du travail liée aux 35 heures. Et puis le capitaine emblématique de Barcelone qui va prendre une semi-retraite dorée au Qatar, Xavi, 35 ans, va quitter le club catalan où il était entré à l'âge de 11 ans.
Alors que les appels à sauver la cité antique de Palmyre des mains de djihadistes de l'EI viennent de toutes parts ce soir, eh bien, il faut aussi prendre en compte la situation globale en Syrie. La moitié du pays se trouve désormais aux mains de l'État islamique qui a même tenté ces derniers jours de se rapprocher de la frontière avec Israël dans le Golan. Maxime Pérez. Chaque jour, des dizaines de combattants de l'État islamique sont tués dans les combats en Syrie ou dans des bombardements de la coalition. Pourtant, l'organisation djihadiste ne cesse de gagner du terrain. Avec la prise de Palmyre, elle contrôle désormais plus de 95 000 km² en Syrie, soit 50% du territoire du pays. Daesh étend également sa zone d'influence au grand désert syrien, frontalier de l'Irak. La conquête de la Syrie fait depuis longtemps partie des plans de l'État islamique. Dès 2006, son leader, Abu Bakr al-Baghdadi, rencontre Hadji Bakr dans une prison américaine, dans le sud de l'Irak. En 2013, alors que le premier multiplie les attaques sur le sol irakien, le second profite du manque d'unité des zones rebelles qui affrontent le régime d'Assad pour faire de la Syrie une base arrière de Daesh. Aujourd'hui, l'État islamique pourrait profiter de la dispersion de l'armée syrienne pour relancer une offensive interrompue l'été dernier par les raids de la coalition anti-djihadiste menée par les États-Unis. Son prochain objectif pourrait être la ville de Homs, à l'ouest de la Syrie. Dans cette zone, Daesh pourrait avoir à en découdre avec la milice chiite du Hezbollah, actuellement engagée dans des combats meurtriers sur les hauteurs du Kalamoun, à la frontière libano-syrienne. Pour Daesh, l'ultime bataille pourrait se dérouler à Damas, d'ores et déjà déserté par plusieurs cadres du régime d'Assad, partis se réfugier dans la province de Latakia, seule zone à peu près épargnée par les attaques de combattants djihadistes. Alors on va en parler avec nos invités. Bonsoir Emmanuel Navon. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Bonsoir Elie Carmon, expert en contre-terrorisme au centre interdisciplinaire d'Herzliya. Et puis Olivier Rafovitch, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes colonel de réserve dans l'armée israélienne. Alors justement, la question ce soir, c'est comment militairement a-t-on laissé la situation dégénérer à ce point? C'est-à-dire que cette coalition internationale, finalement, n'empêche pas l'État islamique d'avancer. Olivier Rafovitch. Il n'y a pas vraiment de décision stratégique de l'Occident depuis le départ d'arrêter l'État islamique. Les frappes aériennes sont importantes, mais pas suffisantes. On l'a dit plusieurs fois, sans qu'il y ait véritablement une entrée en masse de forces terrestres, qu'elles soient de la coalition, qu'elles soient de pays au-delà de la coalition, contre cette armée terroriste. Je pense que d'ailleurs, il y a une erreur de l'appellation. On n'a pas affaire à une milice terroriste ou une milice islamiste, mais à une armée terroriste. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'individus qui prennent les armes, les arsenaux de différents pays qui ensuite les utilisent. Mais tant qu'il n'y aura pas une décision, je dirais pas d'abord américaine, de faire une guerre totale, j'ai bien totale, à l'État islamique, qui est en Syrie, en Irak, qui frappe également au Pakistan et dans d'autres régions du globe, eh bien, il continuera à avancer. La Syrie n'existe plus en tant qu'État, l'armée syrienne n'existe plus en tant qu'armée, l'Irak est disloqué, l'armée irakienne n'existe plus. Donc, il y a pratiquement un champ libre pour l'État islamique d'avancer. Et malheureusement, nous sommes, pas très loin de cette avancée-là, nous, en Israël. Et sans faire de politique fiction, il est fort probable que d'ici quelques semaines, nous ayons en face de nous véritablement pas seulement le Hezbollah et d'autres milices islamistes, salafistes du côté syrien, mais également l'État islamique. Alors on parlera justement d'Israël un petit peu plus tard, mais d'abord sur la situation ce soir, Elie Carmon, parce qu'on ne voit pas qui peut arrêter ces djihadistes. Je crois qu'on avait attendu un repli de ISIS vers la Syrie, justement à cause du combat en Irak qui semblait beaucoup plus sérieux. Mais justement, on voit qu'ils ont réussi, avec un effort pas très grand, je crois, de conquérir la ville de Ramadi, qui est à la frontière de la capitale Bagdad. Donc succès en Irak et en Syrie cette semaine. Justement, sur les deux fronts, avec une vision stratégique, je crois, très claire, très, disons, décidée par des gens qui connaissent la région. Parce que Palmyre, ce n'est pas la question des ruines là-bas, mais il y a des puits de pétrole là-bas. Et c'est une axe qui défend la région de Deir ez-Zor, où l'État islamique s'est renforcé ces dernières semaines. Avec ils ont conquis une autre base militaire. Mais je dois dire que dans leur tentative de pénétrer vers l'ouest, vers Israël, ils ont été battus il y a quelques jours, 2 semaines,
par Jabhat al-Nusra et une coalition de groupes modérés poussés par la Jordanie et probablement aussi par Israël, qui n'avait pas intérêt de voir sur la frontière du Golan Donc ça veut dire l'État qu'Israël islamique. peut intervenir à tout moment si l'État islamique s'approche trop près. Oui, s'il s'approche et s'il menace Israël, parce qu'on a vu qu'Israël a permis à Jabhat al-Nusra, qui aussi est une organisation djihadiste, qui a menacé par le passé d'attaquer Israël en cas de victoire sur le régime de Bachar al-Assad, et ils sont quand même pas loin d'ici. Il faut dire aussi qu'ils ont tenté près de Damas, dans la zone on a parlé de cela, du camp de réfugiés Yarmouk, et là ils ont été battus justement par une coalition de Hezbollah, Hamas dans le camp et l'armée syrienne. Et donc, il y a des coalitions qui se forment. Par exemple, avec el-Nusra, ils ont combattu, ou ils ont été aidés à Yarmouk. Dans le nord de la Syrie, par contre, il y a un commandement de plusieurs groupes très importants, et cela inclut Jabhat al-Nusra, qui ne veulent pas de l'État islamique là-bas. Et donc, il y aura des combats s'ils veulent tenter de pénétrer dans cette partie de la Syrie. Alors, ce soir, Barack Obama vient de déclarer, Emmanuel Navon, que non, nous ne sommes pas en train de perdre face à l'État islamique. C'est une méthode Coué, on veut se persuader du contraire, alors que c'est pas ce qu'on constate. À peu près, oui. C'est-à-dire que, comme cela a été dit ce soir, il y a eu cette semaine également la perte américaine à Ramadi en Irak. Et en Irak, les Américains, le message des Américains à ce qu'il reste de l'armée régulière irakienne était de dire on ne peut pas vouloir défendre votre pays plus que vous ne le voulez vous-même. Il y a un manque de motivation en Irak. En ce qui concerne la Syrie, je vous rappelle qu'une intervention américaine, ce serait contre l'État islamique, mais pour Bachar Assad. Et ça, il n'en est pas question, bien entendu, pour les États-Unis qui avaient menacé il y a 2 ans d'intervenir contre lui. Et là, le véritable casse-tête pour les Américains, c'est que les seules forces sur le terrain qui ont à la fois la volonté et la capacité de lutter contre l'État islamique, ce sont les milices chiites. Les Américains ne se voient pas lutter côte à côte avec les milices chiites face à l'État islamique. Et là, les Américains se trouvent en face de différents ennemis dans lesquels ils ne savent pas exactement comment choisir leur camp, alors même que, dernier point, ils se trouvent dans une année avant les élections présidentielles aux États-Unis, où même les candidats républicains qui se présentent aux primaires de la présidence aujourd'hui sont en concurrence les uns vis-à-vis des autres pour dénoncer l'intervention militaire irakienne en Irak en 2003. C'est-à-dire que maintenant, même aujourd'hui, les candidats républicains disent oui, c'était une erreur d'aller en Irak en 2003. Alors vous imaginez aujourd'hui les États-Unis mettre des bottes sur le terrain, comme on dit, c'est hors de question. Donc oui, les États-Unis sont en train de perdre la mise parce qu'on ne peut pas arrêter l'État islamique uniquement avec des frappes aérienne, techniquement c'est impossible. Sur le terrain, les forces régulières ou ce qu'il en reste ne veulent pas vraiment se battre. Donc oui, on voit le résultat, c'est que l'État islamique avance aussi bien en Irak qu'en Syrie. Ouais. 2 choses intéressantes, c'est que d'abord, l'Occident parle de l'État islamique lorsqu'on touche aux ruines archéologiques, et même fantastiques de Palmyre. Une indignation sélective. Oui, mais c'est-à-dire que quelque part, 400 000 morts en Syrie, des milliers de chrétiens abattus, détruits, décapités depuis maintenant plus de 2 ans. Ça fait du bruit, mais pas autant que l'entrée de l'État islamique dans des lieux où la civilisation, on va dire, judéo-chrétienne a des fondements lointains en Mésopotamie et en Syrienne. Mais quelque part, Palmyre fait comment dire, enfin, il y a plus d'encre qui est, j'ai pas le terme, c'est en français, enfin, on écrit plus sur Palmyre que sur ces dizaines de milliers de morts. Et la seconde chose, pour revenir à ce qu'a dit le docteur Navon, je crois qu'il y a aujourd'hui un changement radical de politique américaine au Moyen-Orient. Les Américains veulent se désengager du Moyen-Orient. Ils veulent partir autre part, semble en Asie, ça devient leur point stratégique. Et le fait que depuis quelques jours, nous voyons, et ça a été rendu public, que les Américains transfèrent des armes très particulières aux Israéliens, c'est également pour dire, pas seulement aux Israéliens, nous sommes avec vous, mais également pour dire aux Saoudiens, aux Égyptiens, aux Jordaniens, aux pays du Golfe, si nous partons, si nous sommes moins présents, il y a d'autres alliés comme l'État d'Israël qui feront le travail. Encore une fois, c'est quelque chose de très nouveau de voir cette alliance de facto entre les pays arabes modérés et l'État d'Israël face à à ce chaos général du Moyen-Orient où de plus en plus nous sentons, nous en Israël, qu'il y a, je dirais presque comme une solitude face à ce qui va se passer et ce qui s'approche de nous. Ouais, justement. Il y a un élément nouveau quand même qui peut-être pourra changer la donne, c'est que dernièrement, les inspecteurs internationaux ont découvert qu'il y a du sarin et du ricin
non seulement du chlorine qui a été utilisé il y a une année par le régime, et donc peut-être il y a encore des armes chimiques qui ne l'ont pas déclarées. Et s'il y aura une attaque, n'a pas été enlevé. Justement, et s'il y aura une attaque de nouveau qui pourra provoquer beaucoup de victimes, peut-être que ça va changer l'opinion publique tant aux États-Unis qu'en Europe. De toute façon, Israël a déjà dit que si ces armes chimiques seront passées à Hezbollah, il voit cela comme une ligne rouge, et donc il pourrait bombarder ce genre de dépôts d'armes chimiques. Ouais. Alors, Israël, justement, aujourd'hui, qui doit regarder tout cela de très près, est-ce qu'à votre avis, Israël aurait intérêt à rentrer dans ce conflit de manière plus franche, plus directe, pour repousser ces djihadistes de l'État islamique qui sont une menace pour toute la région? Le dilemme que j'ai décrit, qui est celui des États-Unis, est également celui d'Israël. On voit difficilement aujourd'hui Israël intervenir au bénéfice de Bachar Assad ou bien d'une des forces islamiques. C'est-à-dire que cette guerre fratricide, aussi bien en Syrie et en Irak ou ce qu'il en reste, c'est bien entendu une guerre dans laquelle Israël ne peut pas prendre parti. Israël doit défendre bien entendu ses intérêts dans la mesure où il y a une menace qui s'approche de la frontière, où Assad est en train véritablement de perdre le contrôle de ce qui reste de son ancien État de la Syrie. Israël ne pourra intervenir que de manière défensive. Alors c'est vrai que à côté de cela, Israël également développe des liens étroits, en particulier avec les Kurdes au nord de l'Irak, avec lesquels nous avons une relation historique. Mais en termes d'intervention militaire, il est clair que pour Israël, le dilemme est encore plus aigu que pour les États-Unis et qu'aujourd'hui, la stratégie d'Israël ne peut qu'être une stratégie défensive en cas d'une approche de l'État islamique de nos frontières. Ce qui est intéressant, c'est que malgré, encore une fois, tout ce qui se passe, les Européens, entre autres, sont obstinés par le problème palestinien. C'est-à-dire que le problème de l'État islamique qui prend donc la moitié de la Syrie, qui devient un danger vraiment pour toute la région, n'est pas le problème majeur pour les Européens qui continuent à parler, à s'obstiner du problème palestinien, à regarder vers Jérusalem, alors que Daesh regarde lui vers Rome. Eh bien, les Européens, eux, regardent vers Jérusalem et nous accusent d'être quelque part, de manière presque directe, les responsables de cette situation chaotique du Moyen-Orient. Et c'est très grave parce que l'Europe aujourd'hui est également menacée par Daesh. On a vu les attaques dernièrement, entre autres, en France. Mais malgré tout, il y a comme une incohérence, comme une situation presque suicidaire des Européens face à ce qui se passe en Syrie et en Irak. Et je crois que pour nous en Israël, nous allons devoir expliquer, de faire un grand travail d'explication, en tout cas essayer de le faire pour remettre un peu les pendules à l'heure, parce que la situation est très grave et Daesh est capable demain peut-être de prendre Damas. Et là, ça sera plus de savoir si oui ou non on aide Bachar el-Assad, mais comment on fait pour évacuer cette pieuvre avec des tentacules dans toute la région. Je crois qu'Israël a eu un succès important empêchant l'Iran et le Hezbollah de construire une base, une plateforme au nord du Golan. On se rappelle l'action du 18 janvier contre les forces du commandement iranien et Hezbollah sur le terrain. Ils ont décidé probablement de ne pas entrer en conflit direct avec Israël. Je crois que sur le plan tactique aussi, le support humanitaire qu'Israël donne aux groupes modérés sur la frontière du Golan a aidé, eux, à empêcher la pénétration de Daesh dans cette région. Ouais, en tout cas, ce serait une menace terrible, évidemment, que de voir arriver l'État islamique à la frontière avec donc Israël sur le Golan. Merci Elie Carmon, merci Olivier Rafovitch, merci à vous Emmanuel Navon. Donc avec ce soir l'État islamique qui contrôlerait plus de la moitié du territoire syrien. Ça aussi, c'est une information importante. Israël condamné à payer de l'argent à l'Iran, beaucoup d'argent même, car il s'agit d'un litige datant de l'époque du Shah d'Iran. Le pétrole iranien transitait alors par Israël. Mais avec la révolution islamique de 79, tout a changé et l'Iran vient d'obtenir des dédommagements financiers auprès d'une cour en Suisse. Mathias Idbar. L'or noir au cœur d'une discorde juridique et surtout économique entre Israéliens et Iraniens. L'affaire a de quoi surprendre, mais elle occupe les tribunaux commerciaux français et suisses depuis plus de 15 ans. Une cour arbitrale helvétique vient d'ailleurs de condamner Israël à verser à la compagnie nationale pétrolière iranienne plus d'1 milliard d'euros. En cause, la construction d'un oléoduc construit conjointement ou de manière plus exacte, secrètement, par les deux pays en 1968. Avec à sa tête la compagnie Pipeline Trans-Israël détenue par Delek Israël et les gouvernements israéliens et iraniens. Un pipeline qui avait pour objectif d'acheminer le pétrole iranien de la mer Rouge, en l'occurrence d'Elat, vers le port d'Ashkelon, destination l'Europe.
Un système bien huilé jusqu'à la fin des années 70 et l'arrivée au pouvoir des ayatollahs, la fameuse révolution islamique de 1979. L'Iran rompt immédiatement ses relations avec Israël, marquant de facto la fin de la coopération pétrolière entre les deux pays. Sauf que l'Iran affirme que le non-respect du contrat revient à Israël et qu'il lui incombe de payer le pétrole non écoulé. À Jérusalem, le ministère des Finances a réagi à ce rapport de la presse iranienne et a déclaré qu'Israël ne payerait pas cette dette. Une loi interdit en Israël de commercer ou de verser des sommes à un pays qualifié d'ennemi. Alors avec nous dans ce studio, Maître Roland Roth, bonsoir. Vous êtes avocat international à Jérusalem. Merci d'être avec nous. Il faut expliquer quand même déjà, parce que ça paraît très curieux évidemment que l'Iran demande de l'argent à Israël, mais là c'est une époque où il y avait une vraie entente entre l'Iran et Israël, et on peut avoir comme ça un litige commercial qui soit après repris par l'État suivant. Après, au moment de l'époque du Shah d'Iran et avant l'avènement de Khomeini, entre l'État d'Israël et l'Iran, il y a eu des joint ventures commerciales dans le domaine du transport du pétrole brut entre le Golfe Persique et la Méditerranée, qui passaient notamment par l'État d'Israël, qui bénéficiait à l'époque d'un avantage considérable puisque le canal de Suez était bloqué. Et donc la création d'un pipeline entre Eilat et Ashkelon permettait de court-circuiter la difficulté de la fermeture du canal de Suez. Et à l'époque, c'était en partie une information discrète, puisque l'Iran avait souhaité collaborer, l'Iran du Shah avait souhaité collaborer avec l'État d'Israël, mais ne pas en faire trop État. Ouais. Alors aujourd'hui, donc c'est l'État iranien, aujourd'hui, donc l'État islamique, qui réclame cet argent à Israël. C'est le gouvernement iranien. Mais c'est tout simplement qu'il y a des assets, c'est-à-dire il y a en Israël un certain nombre de matériel, de compagnies. Il y a des compagnies de transport, il y a la compagnie du pipeline, il y en a d'autres encore, il y en a une troisième, et qui avaient prévu dans le cadre de leur accord d'association une clause qui était une clause d'arbitrage international qui devait se dérouler à Paris et qui effectivement s'est déroulée pendant plus de 20 ans à Paris et devant des arbitres de la Chambre de commerce internationale. Mais l'État d'Israël, ayant des avocats parfaits à l'époque, avait réussi à retarder la procédure et permettre de ne pas aboutir et de ne pas nommer son arbitre, puisque dans un arbitrage, il y a en général 3 arbitres internationaux, un nommé par la Chambre de commerce internationale, un par l'Iran et un par Israël. Israël avait tout fait pour ne pas nommer. Finalement, il y a eu un transfert de compétences en Suisse, c'est-à-dire qu'il y a eu un arrêt d'abord de la Cour d'appel, ensuite de la Cour de cassation, qui a obligé l'État d'Israël à se formaliser de l'accord d'arbitrage international et de nommer son arbitre. Et l'arbitrage s'est déroulé à Genève. Même à Genève, l'État d'Israël a considérablement gagné du temps, puisqu'on part d'une procédure qui s'est déclenchée dans les années 80, tout de suite après l'avènement de Khomeini en Iran, dans les années 80. Nous sommes déjà en 2015. Donc Israël a tenu le coup assez longtemps, jusqu'à ce que le gouvernement suisse également, c'est-à-dire la Cour suprême suisse tout d'abord, a tranché en faveur de l'Iran et obligé l'État d'Israël à nommer son arbitre afin que la Cour d'arbitrage puisse se réunir et trancher. La Cour d'arbitrage a rendu son premier arbitrage il n'y a pas très longtemps et la résultante, c'est un contentieux commercial qui n'a rien à voir normalement avec la politique. Il s'agit tout simplement de partager les fruits de cette collaboration commerciale qui a engendré des bénéfices considérables à l'échelle de l'économie israélienne, pas forcément considérable à l'échelle mondiale. Et donc, ce premier arbitrage qui a été rendu, il y en a d'autres en cours, il y a encore 2 autres en cours, en Suisse, oblige maintenant l'État d'Israël, normalement, à verser à l'Iran, mais l'Iran n'a aucun moyen de Israël ne veut pas payer, ne paye pas. Israël a un argument juridique de poids, un droit interne. Il faut distinguer le droit interne et le droit international. En droit interne, l'État d'Israël est extrêmement bien protégé puisque la loi interdit de fournir des avantages à un pays qui est considéré comme un pays ennemi et qui est listé officiellement dans les textes et d'après des déclarations gouvernementales comme un pays ennemi. Donc l'État d'Israël ne va pas forcément se dépêcher de payer ce milliard-là rapidement parce que le jugement existe. Mais il n'a pas de recours réel contre le jugement puisqu'il s'agit d'un jugement d'arbitrage. Eh ben voilà, donc théoriquement ce n'est pas les seuls
questions d'argent qui existent entre l'État d'Israël et l'Iran. Il y en a d'autres. Il y a aujourd'hui d'ailleurs, aujourd'hui même, un débat devant le Sénat américain où une initiative d'un sénateur américain Johnny Isaacson de Géorgie, qui est républicain de Géorgie, qui avait pris l'initiative de faire introduire dans le débat de la législation américaine qui oblige le président des États-Unis à présenter au Congrès tout accord qu'il y aura avec l'Iran sur les questions nucléaires pour le soumettre à l'approbation du Congrès, le Congrès ayant un droit de refus, et notamment sur le point suivant, sur les questions de ce qu'on appelle de l'embargo, sur les questions des représailles ou des décisions qui ont été prises à l'encontre de l'économie iranienne. Et dans le cadre de ce débat, un certain nombre de sénateurs ont pris l'initiative d'obliger le Trésor américain d'avancer. Parce qu'en parallèle, il y a eu des jugements également contre l'Iran qui ont été diligentés par des Israéliens ou des victimes juives à travers le monde contre l'Iran devant la justice américaine et qui ont obtenu des jugements où l'Iran est obligé de dédommager ses familles, notamment dans le cas, il y a des cas très célèbres, et des cas des attentats qui ont lieu en Argentine, dans des cas d'attentats qui ont lieu en Israël et qui en réalité ont été tout simplement diligentés par l'Iran. Et dans ce débat d'aujourd'hui, le Trésor américain risque de décider, le Sénat américain, dans le cadre de la législation concernant l'Iran et l'obligation du président des États-Unis de soumettre, risque de décider que le Trésor américain avancera une partie de ses jugements. Donc les questions d'argent entre l'Iran et Israël, il y a aussi une partie américaine. Merci beaucoup, Maître Roland Roth. Je rappelle que vous êtes avocat de droit international. C'était il y a un an, jour pour jour, un attentat sanglant visait le musée juif de Bruxelles. C'est en plein cœur de la capitale belge. 4 morts, dont un couple de touristes israéliens. Et l'auteur, arrêté quelques jours plus tard. Il revenait de Syrie, où il avait combattu dans les rangs de l'État islamique. Joseph Emmanuel. Il y a un an, le 24 mai, le premier attentat signé État islamique avait lieu en Europe. Nous sommes samedi après-midi, veille d'élections législatives et européennes. Un homme surgit dans le hall du musée juif de Bruxelles. Il abat 4 personnes au revolver, puis au fusil d'assaut, avant de prendre la fuite. Le principal suspect est Mehdi Nemouche. Il revenait tout juste de Syrie et a été arrêté par hasard à Marseille pour ensuite être extradé vers la Belgique. Un an plus tard, la communauté juive met en garde. Selon elle, c'est la démocratie qui est menacée par la poussée djihadiste. Le musée juif de Bruxelles est resté fermé 4 mois après la tuerie. Son président parle de devoir vis-à-vis des victimes. Ce devoir, c'est tout d'abord de perpétuer leur nom et ensuite de l'obligation de faire mieux, l'obligation de remplir notre mission avec encore plus d'intelligence, avec plus de détermination. Je crois que c'est une obligation morale. Obligation sécuritaire aussi. Terminé les temps privilégiés où le musée était ouvert à tous sans mesure de sécurité, de nouveaux portiques détecteurs de métaux ont été installés. Et comme à Paris devant les écoles juives ou devant les synagogues, des militaires lourdement armés montent constamment la garde devant l'entrée. Il est évident, sur la base des statistiques et du ressenti sur le terrain, que la situation des Juifs n'a jamais été aussi mauvaise en Europe depuis la fin de la Shoah. Paris, Copenhague ou Tunis, les attentats contre des cibles juives se multiplient, des cibles symboliques, dans un modus operandi relativement neuf pour cet expert en terrorisme. Il y a 2 choses qui régissent ce choix de cible. Il peut y avoir un choix symbolique, c'est clairement le cas dans Charlie Hebdo, c'est un peu le cas dans l'hypercacher et dans le musée juif de Bruxelles. Il peut y avoir simplement un principe d'opportunité. J'ai la possibilité d'agir à tel endroit parce que j'y suis, que j'ai des armes, que j'ai un réseau logistique, ou j'ai des amis qui peuvent me procurer des armes, et j'ai une cible sous la main. Et les cibles sont nombreuses en Belgique. La plupart des élèves juifs auraient changé d'école pour aller essentiellement dans les 3 écoles juives de Bruxelles. Ces établissements, contrairement aux autres, bénéficient d'une protection policière, mais ne peuvent plus faire face à la demande trop importante. Ce dimanche, le musée juif de Bruxelles restera exceptionnellement fermé en signe de deuil. Mais son président affirme que le musée renaîtra de ses cendres d'une manière plus brillante et plus scintillante.
Alors le sentiment d'antisémitisme n'a jamais été aussi fort en Europe depuis la guerre. Qu'en est-il dans les pays arabes? Expérience étonnante menée en Égypte. On va en parler avec vous, Cyril Amar, bonsoir. Bonsoir. Car c'est effectivement assez déroutant. Assez déroutant. Nouvelle vidéo choc Jean-Charles pour dénoncer l'antisémitisme. Cette fois-ci, dans les rues du Caire, un juif ultra-orthodoxe peut-il déambuler dans la capitale égyptienne sans susciter de réaction? Eh bien, c'est à cette question qu'ont voulu répondre les journalistes égyptiens du site très populaire d'information .masr.com. Alors, le décor est planté, place au costume, papillote, chapeau noir, redingote. Voilà un comédien égyptien qui se déguise en juif ultra-orthodoxe. Il demande son chemin aux passants pour se rendre à la grande synagogue du Caire. Les réactions sont filmées évidemment à leur insu. Vous allez voir, elles sont effarantes parfois étonnantes et parfois rassurantes. On regarde. أريد أن أذهب إلى معبد اليهودي. معبد اليهودي بالتحرير. فين التحرير؟ مش من هنا خالص. شوفها طيب. دقيقة. مفيش. ماذا تقول؟ معبد يهودي مين يا عم؟ وأنت شايفنا هنا إيه يا عم؟ يهود مين إيه يا عم؟ اتكل على الله يلعب بعيد. يلا يا عم امشي يا عم. يا عم امشي بقى من هنا. من هنا ولا أريد أن أذهب إلى هذا العنوان. إيه ده؟ إيه اللغة دي؟ ده عبري ده؟ أنت إسرائيلي؟ خلي دي هنا في وسط البلد. خلي دي هنا ما تظهرهاش لحد. لأني أخيك من اليمن. أنت من أحسن يهودي. من أحسن ناس. من أحسن ناس. You speak English? Okay, no problem. No problem. إسرائيل جاي منين؟ هو عالم ده ابن Alors évidemment, certaines réactions sont choquantes, notamment la dernière, mais est-ce que l'initiative des journalistes égyptiens, elle, n'est pas rassurante? Après tout, quand on décide de faire ce genre d'expérience, eh bien, c'est au fond pour dénoncer l'antisémitisme, pour tirer la sonnette d'alarme et se dire que cette expérience, Jean-Charles, a été menée dans le plus grand pays arabe au moment où Daesh sévit dans les contrées qui ne sont pas si lointaines. Eh bien, au fond, c'est peut-être aussi une lueur d'espoir. Voilà, il y avait eu d'autres expériences, rapidement, on a quelques secondes. Très rapidement, en Europe, évidemment, en Suède, tout d'abord, où un journaliste suédois avait kippa sur la tête, marché pendant 10 heures dans les rues de Malmö. Il avait essuyé des insultes, évidemment, Jewish shit, pas besoin de traduire, et plus récemment à Paris avec l'expérience d'un journaliste israélien. Merci Cyril Amar. Dans un instant, le journal de nouveau avec Alice de Comarmont. À tout à l'heure. On parle économie à présent avec ce rapport publié aujourd'hui par l'OCDE sur l'état et les écarts, surtout des inégalités dans les pays les plus riches. Et une fois de plus, on trouve en tête, si l'on peut dire, de ce triste classement, les États-Unis, Israël, mais la France, qui fait également une progression très remarquée dans le creusement de ces inégalités. Lionel Friedfeld, bonsoir. Bonsoir, vous êtes analyste financier, merci d'être là. Alors, ce classement nous montre effectivement que, une fois de plus, eh bien, l'écart se creuse entre les plus riches et les plus pauvres. C'est inquiétant. Exactement. Si on prend simplement 10% des plus riches, c'est la moyenne de l'OCDE, en fait, en termes de revenus, gagnent 9,1 fois plus d'argent que les 10% des plus pauvres. Et cet écart grandit énormément, puisque dans les années 80, l'écart était à peu près, le rapport était de 7, et il était à peu près de 9, à peu près dans les années 2000. Alors, il faut aussi noter 2 points essentiels. Le marché du travail. Le marché du travail de 1993 à 2013, à peu près sur la création d'emplois dans la zone ECDE, 50% des emplois étaient des emplois précaires, c'est-à-dire des CDD et non pas des CDI. Et deuxième point intéressant, la disparité entre les hommes et les femmes se creuse. Aujourd'hui, une femme reçoit à peu près moins 15% de salaire comparé à un homme.
Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que les revenus des plus riches explosent, notamment aux États-Unis. Ça, c'est lié à quoi? À la capitalisation boursière, notamment à l'argent de... Effectivement, puisqu'on voit dans un monde aujourd'hui, il y a beaucoup plus de technologies, d'introduction en bourse, d'exit, de sortie de valorisation financière. Donc les riches sont toujours plus riches, car ils ont beaucoup plus d'argent pour commencer des sociétés, et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Ce phénomène, on le retrouve aux États-Unis, mais également en Israël. On va dire qu'il y a plus de classe moyenne, il y a soit des très très riches, soit des très très pauvres. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, donc rapport de l'OCDE publié aujourd'hui. L'Irlande sera demain le premier pays au monde à organiser un référendum sur le mariage gay. Ce sont les Irlandais qui vont décider ou pas d'autoriser le mariage homosexuel, ce qui serait une révolution dans ce pays très attaché au catholicisme. Edmé Citroën. C'est pourtant l'un des pays les plus catholiques d'Europe. Demain, l'Irlande soumet ses électeurs à un référendum, approuver ou non le mariage homosexuel. Dans ce pays très conservateur, le oui est largement en tête selon les sondages. 2 Irlandais sur 3 sont favorables à cette évolution, dans ce pays qui, il y a moins de 25 ans, considérait encore l'homosexualité comme un crime. Dans le paysage politique, tous les grands partis font campagne pour le oui. J'espère que ça enverra un signal très positif sur l'Irlande et que ça donnera à réfléchir aux pays qui n'ont pas encore une totale égalité des droits pour la communauté lesbienne, homosexuelle, bi et trans. Mais ce référendum est avant tout pour l'Irlande et pour les Irlandais. Et c'est ici que les résultats seront les plus importants. Si les principaux partis politiques sont favorables au mariage pour tous, l'opposition, incarnée par l'Église catholique, fait activement campagne pour le non, même si l'institution a perdu beaucoup de son influence en Irlande. L'Église catholique est beaucoup moins puissante aujourd'hui qu'elle ne l'a été. Au cours des 30 dernières années, elle a perdu sa crédibilité à cause des affaires liées à la sexualité, mais aussi à cause de tous les scandales qui ont frappé l'Église, pas seulement en Irlande, mais dans le monde entier. Des scandales qui ont porté sur la sexualité, le célibat, les abus physiques, sexuels, psychologiques. Si les Irlandais votent en faveur du référendum, cela portera à 19 le nombre d'États légalisant le mariage homosexuel. Ce pays catholique, longtemps réputé pour être l'un des plus stricts d'Europe, deviendrait alors le premier du monde à approuver le mariage homosexuel par un vote populaire. Alors on va rejoindre justement en direct à Dublin Mégane Dreyfus qui travaille là-bas à Dublin dans les hautes technologies. Bonsoir Mégane. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment a été la campagne justement? Parce que c'est intéressant de savoir. Est-ce que ça a été très passionné? Est-ce que les Irlandais se sont passionnés pour le sujet? Est-ce qu'il y a un vrai débat là-dessus? Alors, pour avoir vécu le mariage pour tous en France et le mariage pour tous en Irlande, je vois qu'il y a une vraie différence. En France, il y avait beaucoup de manifestations qui étaient virulentes. Le peuple était pour ou contre et c'était quelque chose qu'on manifestait clairement. Ici, globalement, le yes a une grande partie. Le yes est à la bouche de tout le monde. J'évolue dans une société à high-tech très reconnue qui est connue pour son ouverture d'esprit. Donc, bien évidemment, la société s'est positionnée comme étant définitivement et officiellement pour ce mariage-là. Il est vrai que ça a fait débat, mais globalement, nous pouvons voir que même sur les affiches et même dans les manifestations, dans la rue, etc., le yes était proéminent. Ouais. Donc ça veut dire que le oui est censé l'emporter. Est-ce que vous avez senti ce pays évoluer justement? Parce que c'est l'Irlande, c'est un pays quand même très catholique, très traditionnel habituellement. Ça a vraiment changé aujourd'hui l'Irlande? Oui, ça a vraiment changé pour 2 principales raisons. La première, c'est que le pouvoir de l'Église a été affaibli par rapport à un certain nombre d'années, par rapport à il y a 30 ans. Et aussi, nous avons assisté à une vraie ouverture d'esprit de la part des Irlandais lors de leur entrée dans l'Union européenne. Cette entrée dans l'Union européenne les a fait en fait tout simplement ouvrir les esprits et répondre à de nouvelles problématiques qui sont pour le coup bien plus raisonnables et ouvertes d'esprit. Merci Mégane Dreyfus pour ce témoignage en direct donc, de Dublin où vous travaillez et où demain donc, les Irlandais vont se prononcer sur le mariage homosexuel. On va vous montrer maintenant une photo qui a fait le buzz, on va dire, cette semaine en Israël. Photo qui est censée montrer le nouveau gouvernement israélien avec 3 femmes ministres sur la photo de droite, mais vous le voyez sur la couverture de ce journal
elles n'ont pas été reprises, ou plutôt elles ont été carrément effacées. Il y a même une petite astuce qui fait qu'on a même placé un autre personnage à la place d'une des ministres. Eh bien, ce journal qui s'est permis de ne pas représenter ces 3 femmes ministres, c'est le journal du parti ultra-orthodoxe Chasse, qui fait pourtant partie de cette coalition. Alors, scandale ou pas, on va en parler. Est-ce qu'il faut se montrer compréhensif ou pas des mœurs et des us et coutumes de chacun? Bonsoir Daniel Haïk, vous êtes analyste politique sur i24 News. Nadia Ellis, donc chercheuse à l'université de Tel Aviv, vous avez beaucoup travaillé sur la condition féminine en Israël. Alors Daniel, il faut expliquer pourquoi ce journal refuse finalement de représenter les femmes ministres, les femmes d'ailleurs, tout simplement. En fait, c'est une tradition dans la presse orthodoxe en Israël, sous le décret des rabbins, des sommités rabbiniques. Toutes les tendances donc, du monde orthodoxe ont accepté le principe de ne pas publier de photos de femmes dans les journaux orthodoxes. Il y a plusieurs journaux orthodoxes et ils se plient tous à cette, on va dire, à cette directive qui vient de la part des rabbins. Alors le principe de base est un principe, on va dire, de pudeur. C'est un principe très important dans le monde ultra-orthodoxe, de la pudeur. La femme, est dans son principe, doit rester à l'intérieur. On parle de la femme, ce n'est pas péjoratif c'est-à-dire il faut comprendre que c'est un code de conduite tout à fait différent du code de conduite occidental, mais elle est même rehaussée, on va dire, la femme, puisque quelque part même la traduction en hébreu de la femme c'est la maison, c'est-à-dire mais son rôle donc est donc à la maison, à l'intérieur. Elle ne doit pas aller à l'extérieur. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle par exemple dans les partis orthodoxes, le parti Chasse, le parti du judaïsme unifié de la Torah, il n'y a pas de femmes qui sont représentées. D'ailleurs il y a eu cette fois-ci lors des dernières élections, il y a eu une tentative d'un mouvement de femmes orthodoxes qui voulaient être représentées à la Knesset pour défendre les intérêts des femmes orthodoxes. Ça n'est pas passé, ça a été boycotté par les orthodoxes, par les autres partis. Donc il y a, si vous voulez, un principe de pudeur, du fait que la femme dans le monde orthodoxe est à l'intérieur. Si on mettait alors la ça photo... choquerait. Le deuxième, c'est effectivement un principe, on va dire, d'éducation, parce qu'il faut comprendre que le monde orthodoxe n'est pas abreuvé d'informations. Il ne regarde pas Internet, il ne regarde pas tous les sites Internet. Il y a très peu d'informations qui filtrent uniquement à travers la presse orthodoxe. C'est la presse orthodoxe qui fournit le maximum d'informations. Et pour les adultes, mais aussi pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes orthodoxes qui reçoivent leur information uniquement à travers les journaux orthodoxes, comme le Yom Leyom, qui est le journal séfarade, mais comme par exemple le Hamodia en hébreu, ou le Yated Neman, qui sont des journaux orthodoxes, qui sont lus par l'ensemble de la famille. Et donc, on veut dire... quelque part, cette pudeur, on l'exprime à l'extrême. C'est-à-dire, on pourrait la comprendre si par exemple, il s'agit de publier une photo publicitaire, par exemple, d'une femme en bikini. Mais là, ce qui n'est pas le cas du tout. Non, c'est pas le cas du tout. Mais là, c'est poussé, on va dire, c'est poussé à l'extrême. Il y a un principe, pas de photo de femme du tout dans la presse orthodoxe. Alors, Nadia Ali, c'est choquant ou pas quand on défend la cause féminine comme vous l'avez fait, vous le faites? C'est plus choquant malheureusement parce que c'est pas la première fois. Rappelons-nous qu'ils avaient déjà effacé Angela Merkel d'une autre photo. De la manifestation à Paris après les attentats de janvier. Exactement. Écoutez, en sachant qu'on pourrait rentrer là dans un débat philosophique sur le juste et le vrai qui n'existe pas bien sûr, mais en sachant qu'on n'a pas le temps, on va quand même essayer de reprendre ce que Daniel vient d'expliquer, vu du point de vue de l'intérieur de la société orthodoxe et vu du point de vue de l'extérieur. Et dans les deux cas, ça ne me passe pas. De l'intérieur, donc du point de vue de l'intérieur de la société orthodoxe, effectivement, il y a ce principe de la pudeur, de la modestie féminine, sauf que ce principe s'applique. C'est les femmes, en fait, ce sont les femmes qui doivent l'appliquer à elles-mêmes, c'est-à-dire c'est une obligation quelque part ou une vision du monde que la femme est censée appliquer à elle-même. Donc c'est la femme qui est censée vouloir, désirer se couvrir, se protéger du regard de l'homme, etc. Ce qui n'est évidemment pas le cas à partir du moment où un journal où on efface les femmes, c'est certainement pas les femmes qui s'effacent elles-mêmes. Donc là, on a vraiment un abus de pouvoir quelque part sur quelque chose qui est censé appartenir vraiment aux femmes. Et du point de vue de l'extérieur de cette société, évidemment, la société ne vit pas dans un pays qui est ultra-orthodoxe. Cette société vit dans un pays qui est censé être démocratique, où la femme et l'homme sont censés être représentés de manière équitable, ce qui n'est pas le cas. Donc déjà, il y a seulement 3 femmes dans cette photo, malheureusement. Elles ont disparu sur la photo. D'ailleurs, on a mis un homme, on ne sait pas qui est celle. On le sait, c'est tout simplement David Azoulay, c'est le nouveau ministre des Cultes, qui est justement par hasard
hasard du parti chasse. Hein. D'accord. Donc Oui, on a mis en on l'a rapproché un peu plus. C'est assez exceptionnel qu'une société qui est quand même assez arriérée soit capable d'utiliser Photoshop d'une manière aussi bonne. Mais là, il y a une réponse. Les orthodoxes répondent. Si on utilise Photoshop, il faut savoir que, par exemple, dans le monde occidental aussi, lorsque on transforme la femme en objet sexuel, on utilise aussi le Photoshop pour améliorer, pour présenter une femme parfaite, splendide. Alors, ils disent de la même manière qu'on utilise le Photoshop, on utilise aussi à d'autres escients dans le monde orthodoxe, dans le monde dans le libéralisme. On peut pas comparer une femme nue et des femmes ministres. Non, justement, si c'est très bien qu'ils utilisent ce genre d'argument parce que ils font exactement la même chose. C'est-à-dire quand on dit de la même manière où on rend une femme en bikini encore plus belle, ou on l'efface par le même instrument, par le même Photoshop, ils font exactement la même chose. C'est-à-dire nous sommes à l'objectification de la femme totale. La femme en tant qu'objet sexuel tellement interdit, mauvais, méchant, l'incarnation vraiment de l'interdit, au point que d'un côté il faut complètement la déshabiller, ça c'est ce que fait le côté occidental, la société occidentale, ou il faut complètement la cacher. Mais la femme en tant qu'être humain, sujet, personne tout simplement, ça n'existe pas ni d'un côté ni de l'autre, et donc à mon avis c'est exactement la même chose. C'est-à-dire le problème, l'effacer ou la déshabiller, ça revient au même. Ouais. Il y a des nuances aussi, il faut préciser qu'il y a des nuances, il y a des journaux qui ne font pas ce genre de Photoshop, de genre de montage. Le journal, par exemple, La Modiaque, que je connais bien, est un journal qui, dans sa version en hébreu et même dans sa version en français, ne floute pas les donc femmes. La photo officielle serait intacte. Non, la photo, où elle ne paraît pas. Elle passe pas. Où elle ne passe pas. Voilà, où elle ne passe pas, mais il n'y a pas de floutage, il n'y a pas de transformation ou de photomontage. Ça, c'est un principe qui s'est instauré. Il y a certains journaux orthodoxes qui préfèrent ne pas publier. Dans le cas précis, la plupart des journaux orthodoxes, 3 des 4 journaux orthodoxes n'ont pas du tout publié ces photos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des médias, il y a des sites internet d'information orthodoxes, pour un public qui est censé, selon l'ordre des rabbins, ne pas être consommateur d'informations par Internet. Et bien pourtant, il y a des sites d'information pas orthodoxes qui, eux, un a publié cette photo, l'autre a publié une photo avec des femmes. Il faut savoir que c'est toute une problématique. Ces sites d'information Internet destinés au public orthodoxe ne sont pas dirigés obligatoirement par des orthodoxes, ils sont dirigés par des journalistes plus ou moins laïcs qui ont conçu qu'il y avait une possibilité de fournir de l'information à un public orthodoxe. Ouais. Bon, je veux quand même revenir sur un sujet qui est important, qui est la conception de l'homme. Je parle même pas de la femme, mais de l'homme. La manière dont l'homme est vu dans ces sociétés, c'est tout simplement comme un animal absolument incapable de se contrôler, de contrôler ses instincts. Et la vue même d'une ministre le rendrait apparemment fou, lui, son enfant, son grand-père et son cousin. Ce qui est absolument insupportable. Et en tant que féministe, et donc vraiment quelqu'un qui tient à cœur l'égalité entre hommes et femmes, je ne peux pas accepter qu'on voit l'homme et qu'on le décrive et qu'on le traite en tant que bête, vraiment, qui n'est pas capable de gérer ses instincts. Ce n'est pas une vision qui vient du judaïsme. Et ça, il faut vraiment le clarifier. Le judaïsme ne parle pas de ça. Le judaïsme parle de pudeur comme quelque chose vraiment, comme une modestie qui devrait venir de la femme parce qu'elle a envie, elle, de se garder éventuellement pour son mari, peu importe on peut être d'accord ou pas, en l'occurrence je le suis pas, mais c'est pas grave. C'est pas ça le point. On ne traite pas l'homme en tant qu'animal. Justement, tout le concept du judaïsme, c'est le fait que l'être humain est capable de se contrôler et c'est pour ça qu'il peut s'élever. Ça, c'est vraiment rabaisser l'homme à son état le plus bas, ce qui n'est même pas vrai d'ailleurs. Alors, il faut couper la réalité aussi, parce que du coup, il ne sait pas qu'il y a 3 femmes ministres dans ce gouvernement. Oui, et puis il faut une nuance. Je disais que cette photo a été publiée dans un journal séfarade orthodoxe du parti chasse. Il faut noter que d'habitude, ce sont les orthodoxes ashkénazes qui ont ce genre de tendance, et que les orthodoxes séfarades, le fait qu'ils le font, c'est quelque part peut-être un nouveau palier dans une forme, on va dire, d'extrémisme religieux auquel ils ne nous ont pas véritablement habitués. C'est peut-être le départ du Rav Ovadia Yosef qui est le résultat de cette situation. Merci Daniel Haïk, merci Nadia. Élise, dans un instant, nouveau point sur l'actualité avec Alice de Comarmont. Bonne soirée.